Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tuto dans lequel nous allons parler des timers dans Flash. Les timers, c'est un petit peu comme un chronomètre. Un chronomètre, vous avez la possibilité de le déclencher avec le bouton Start, vous avez la possibilité de l'arrêter avec le bouton Stop, et vous avez un écran qui vous précise le temps qui s'est écoulé entre le moment où vous avez appuyé sur Start et le moment où vous avez appuyé sur Stop. Vous avez aussi un bouton qui permet de réinitialiser le timer à 0 afin de redémarrer un nouveau décompte. Eh bien, les timers, c'est un petit peu la même chose. Vous avez la possibilité de les déclencher, de les arrêter et de les réinitialiser. Mais vous avez d'autres choses qui les définissent bien en tant que timer et non pas plus comme des chronomètres. Donc on va voir un petit peu tout ça euh, dans Flash. La première chose que je vous propose d'aller faire, c'est un petit tour vers la doc. Donc on va aller dans le package flash.utils et on va aller ici dans la classe timer qui nous précise que donc la classe timer qui correspond à l'interface des horloges, alors eux ils appellent ça des horloges en français, vous permet d'exécuter le code sur une chronologie spécifiée. C'est-à-dire que vous avez un temps qui a été défini dans le timer, et ce timer va s'exécuter, va faire un décompte jusqu'à le temps que vous avez donné. Par exemple, si on définit un timer de 3 secondes, eh bien il va s'écouler un certain temps, et à partir du moment où le timer va arriver à 3 secondes, qu'est-ce que ce timer va faire? Il va propager un événement dans notre application de type timer. C'est-à-dire que notre timer, il va dire attention, on est arrivé à 3 secondes, je vous envoie un événement. Après, c'est à nous de le récupérer ou non avec des écouteurs d'événements, comme on a vu dans les vidéos sur les événements. Donc, on va faire, maintenant qu'on sait un petit peu ce que c'est qu'un timer, on va voir un petit peu les propriétés qu'il a. Donc il y a une propriété qui est current count, qui nous permet de savoir le nombre de déclenchements du timer, c'est-à-dire qu'un timer, on peut le déclencher plusieurs fois. Alors ça, on le verra un petit peu plus tard, je vous propose de passer directement au delay. Alors le delay, ou le délai, c'est exactement ce dont on parlait, c'est ce nombre qui est défini en millisecondes, que notre timer doit avoir en tant qu'enseignement pour pouvoir atteindre justement ce décompte et nous propager l'événement. C'est-à-dire que si on définit le délai par exemple à 3000 millisecondes, ou alors, enfin c'est 3 secondes, hein, à ce moment-là, quand notre timer aura décompté jusqu'à 3 secondes, ou 3000 millisecondes, il va nous envoyer l'événement. Donc c'est bien cette propriété publique delay qui nous intéresse. Repeat count, c'est le nombre de répétitions de notre timer, donc on verra ça un peu plus tard, et running, c'est tout simplement une propriété qui nous dit si le timer est en train de s'exécuter. Ensuite, on a les méthodes publiques. Donc on a le constructeur, qui est timer, qui prend en paramètre dès la création du timer ce délai, d'accord, le fameux délai, et qui prend le nombre de répétitions. Par défaut, c'est à 0, donc ça veut dire que c'est un paramètre qui est négligeable. Ensuite, on a reset, start et stop, qui sont trois fonctions qui nous permettent donc de resetter le timer, de réinitialiser le timer, start de le déclencher et stop de l'arrêter. Donc on va mettre en place notre premier timer. Alors ce que je vous propose dans Flash, c'est de créer un champ de texte. On va changer un petit peu de la console et on va créer ce champ de texte. Alors pour créer un champ de texte, vous pouvez prendre tout simplement le texte, drag and dropper ici le carré et appuyer sur Shift à tout moment pour pouvoir snapper sur différentes hauteurs de ligne. Donc nous on va snapper sur la première hauteur de ligne, d'accord. Je lâche et tout de suite ce que je vais faire c'est bien sûr le définir en tant que texte dynamique et non pas statique. Un texte dynamique peut être accessible depuis l'ActionScript 3. Un texte statique ne l'est pas, un texte input c'est un champ d'entrée, il peut aussi être accessible depuis l'ActionScript 3. Donc je le définis en tant que texte dynamique, je reprends ici mon curseur et par exemple je peux centrer mon texte en fonction de la scène ici, au centre, en horizontal et en vertical. Voilà. Alors mon champ de texte, si je le lance, par exemple je vais écrire du texte dedans, test, voilà, et ce champ de texte, je vais dans ses propriétés ici venir le mettre au centre comme ceci. Je vais prendre ici une police un petit peu qui change un petit peu, par exemple Arial rounded empty bold, voilà, parfait. Et là je vais lancer mon application. Voilà, et vous voyez qu'en fait, si je fais un petit zoom, voilà, on a une police un petit peu plus gaie que Arial, le simple Arial, et je vais la mettre à 20, voilà, en termes de hauteur, en termes de taille.
Et en fait, il faut savoir quelque chose de très important, parce que des fois vous pouvez avoir des messages d'erreur, c'est qu'il faut importer les polices. C'est-à-dire que cette police, qui n'est pas une police de base, il faut que je l'importe en cliquant sur le bouton ici Embed. Je peux soit importer tous les caractères possibles et inimaginables, hein, coréen, japonais, chinois, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est juste l'alphabet de A à Z, en majuscule, en minuscule, les nombres et les chiffres et la ponctuation. Comme ça, on est sûr que j'aurai pas de problème, que ma fonte est bien importée. Vous le voyez d'ailleurs, elle est bien arrivée dans la bibliothèque ici. Donc mon champ de texte, je peux lui donner un nom d'instance, et je vais l'appeler par exemple mon texte. Mon champ de texte, maintenant, je peux y accéder via l'ActionScript 3 avec ce nom-là, mon texte. Je vais créer ici ma classe main, voilà, qui est déjà faite, c'est ma classe document. Et donc là, ce que je vais faire, c'est je vais créer mon premier timer. Alors mon premier timer, je vais le définir déjà ici. Donc je vais créer une variable. Cette variable va être privée. Et elle va s'appeler tick. Alors en général, les timers, on les appelle souvent tick. Dans la majorité des exemples, du moins de ceux que j'ai vus, en anglais, on les appelle souvent tick. Un petit peu d'un métronome, hein, les timers. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais définir le type de ma variable, la classe timer. J'appuie sur entrée, ça m'importe automatiquement flash.utils.timer, donc ma classe timer, et je mets un point virgule. Donc là, j'ai juste déclaré ma variable, je ne lui ai pas affecté une nouvelle instance de la classe timer. C'est au moment où on va rentrer dans notre constructeur qu'on va définir une nouvelle instance de la classe timer. D'accord? Et cette instance de la classe timer, donc elle appelle donc forcément son constructeur, et vous voyez qu'on a la possibilité de renseigner les deux paramètres qui sont delay et repeat count. Donc nous, on va d'abord renseigner le délai, on va mettre 1000 millisecondes, n'oubliez pas que c'est en millisecondes. Et comme le deuxième paramètre, repeat count, il est à 0, je ne suis pas obligé de le renseigner. Donc pour l'instant, je vais juste, comme ceci, fermer ma parenthèse et terminer ma ligne. Donc là, j'ai créé un timer. Si je lance, il ne va absolument rien se passer. De toute façon, on s'attendait à rien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va déclencher notre timer. Alors ça, n'oubliez pas, souvent les débutants, ils ont tendance à oublier de déclencher le timer sans comprendre pourquoi l'application ne fonctionne pas. Tout simplement parce qu'il faut le faire se déclencher. Donc on appuie sur, on appelle la fonction start, voilà, de la classe timer en passant par l'instance, et là j'ai un timer qui va se lancer. D'accord ? Alors, le problème, c'est qu'on n'a toujours rien qui s'affiche à l'écran. Nous, ce qui nous intéresse, maintenant qu'on en sait un peu plus sur les timers, on sait qu'un timer, il va envoyer un événement de type timer à chaque fois qu'il aura parcouru son délai. D'accord? C'est-à-dire, à chaque fois qu'on aura écoulé une seconde, que ce timer aura écoulé une seconde, il va propager dans l'application un événement de type timer event. D'accord? Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est sur ce timer d'appeler un écouteur d'événements qui s'appelle timer, de type timer event, hein. Et cet événement timer, pardon, on va donc le récupérer afin d'envoyer notre application vers une fonction qu'on va appeler par exemple onTick. D'accord? Cette fonction qui va être privée, qui s'appelle onTick, prendra en paramètre cet événement de type timer event. Elle renverra void, comme ceci. Et là, je peux mettre par exemple un trace, et je vais afficher, tiens, mon événement. On va voir ce qui se passe dans l'événement. Donc là, vous allez voir que toutes les secondes, il y a un événement qui est propagé, qu'on a récupéré en l'écoutant, et qui nous renvoie la fonction onTick. D'accord? Et on voit bien que c'est un événement de type timer. D'accord? Mais vous voyez, pour l'instant, notre timer, il s'exécute de manière infinie. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais. On lui a jamais défini, on lui a jamais dit, ben écoute, maintenant tu vas t'arrêter. D'accord? Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est, je vais relancer l'application pour la fermer. Ce qu'on va faire, c'est, en deuxième paramètre du constructeur, on va lui définir un nombre de répétitions. C'est le paramètre repeat count. Alors quand il est à 0, et c'est le cas par défaut, le paramètre repeat count nous définit bien notre timer de manière infinie. Si par exemple ici je décide de mettre 3, et que je lance mon application, 1, 2, 3, et là mon timer s'arrête, d'accord? J'ai que 3 répétitions. J'ai la possibilité de récupérer un autre événement sur ce timer qui s'appelle timer complete. Donc là je vais écouter un autre événement, timer complete, qui va s'appeler on
tick qui va renvoyer à la fonction onTickEnd par exemple. Et je vais définir une fonction onTickEnd, voilà, qui va récupérer un événement de type timerEvent. Elle ne renverra rien et je vais afficher ici non, je vais afficher l'événement. Donc là, l'événement timer complete va être propagé par notre timer à partir du moment où celui-ci sera arrivé à la fin de son exécution. C'est-à-dire que si je lance mon application, 1, 2, 3, et vous voyez que ça ne nous envoie pas qu'un seul événement, ça nous envoie un autre événement de type timer complete, puisqu'on est arrivé à la fin de l'exécution des 3 phases, des 3 déclenchements de 1 seconde de notre timer. Donc du coup maintenant, si on retourne un peu dans la doc, on a des notions qui nous intéressent un petit peu, comme current count par exemple. Current count, c'est le nombre total de déclenchement de l'horloge depuis son démarrage. C'est une fonction, une propriété pardon, qui va changer, qui va varier au fur et à mesure que notre timer va se déclencher. Va s'exécuter, pardon. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, par exemple, que j'ai un tick, à chaque fois que j'ai une seconde qui s'est écoulée, je peux ici, par exemple, afficher trace par exemple, e.target.currentCount. Et là, si je teste, vous allez voir que à chaque fois, ça m'affiche l'étape dans laquelle on se trouve à chaque fois, comme ceci. Alors en fait, là, j'ai fait quelque chose d'assez intéressant. Je suis passé par l'événement qui est ici, l'événement qu'on nous envoie dans depuis notre écouteur d'événements. Et j'ai accédé à la cible en fait. C'est-à-dire depuis quel objet on a écouté l'événement. D'accord? C'est-à-dire que dans l'événement, il y a le nom de l'objet sur lequel a été affecté l'écouteur d'événement. Dans E, si on remonte sur le timer event qui est onTick, c'est-à-dire depuis là, c'est-à-dire que c'est à cet endroit-là qu'on a été appelé, hein, eh bien target fait référence à cette instance, d'accord, qui est la cible de l'écouteur d'événement. J'aurais pu très bien faire aussi tick, hein, c'est la même chose. Vous voyez, à chaque fois, ça me renvoie bien le numéro de compte dans lequel on est. Donc, en fait, ce numéro, 1, 2, 3, il est assez intéressant parce que, en fait, il va falloir le réinitialiser. C'est-à-dire que si là je relance mon timer, il va juste se relancer, mais il va augmenter ici le nombre de comptes, alors que nous on l'a limité à 3. Je vais vous faire une démo. Après avoir terminé ici le timer, je vais dire relance-toi. Je vais forcer mon timer à se relancer, d'accord? Alors l'idéal, ce serait de le réinitialiser, mais là, ce qu'on va faire, c'est juste le relancer comme ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? 1, 2, 3, c'est la fin du timer, mais il recommence à 4, 5, 6, alors que nous, on avait dit qu'il devait se réinitialiser, ce timer, c'est-à-dire revenir à 0 en quelque sorte. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser la fonction qu'on a vue dans la doc, au passage, qui est la fonction reset, d'accord? C'est celle-ci. Donc si je reviens dans mon timer, je fais tick.reset, et là, vous allez voir que le compte de mon timer revient à 1 à chaque fois. C'est-à-dire qu'on réinitialise notre compteur à 0. Enfin, plutôt à 1 dans ce cas-là. Voilà. Donc, on est bien au courant que notre timer va se redéclencher. C'est très important. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est donc dans la doc, vous voyez qu'on a aussi par exemple running, hein, running, qui nous permet de savoir si le compteur est en cours d'exécution. On va pas tout tester, hein, c'est pas forcément très intéressant. Alors là, je vais clearer ma console en faisant clic droit clear. Et là, ce qu'on va faire, c'est dans notre application, donc on va prendre notre champ de texte. En fait, je l'avais centré, mais je vais m'en servir pour autre chose. Je vais ici remettre le formatage ici, et je vais mettre le texte score de points. Parce qu'en fait, on va créer un mini-jeu pour un petit peu mettre en place toute cette notion de timer. Alors je vais supprimer tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, voilà, sauf bon, on va quand même garder notre timer, parce qu'on sait qu'il fonctionne. Et ce qu'on va faire, alors je vais réécrire la fonction ici, onTick, parce que sinon il va me poser problème, flash, function onTick, je vais lui passer bien sûr le paramètre. Je vais lui passer forcément le paramètre de type timer event. Parfait.
là ça fonctionne. Et donc ce qu'on va faire, on va faire un petit jeu assez simple. Hein. On va avoir un hippocampe sur l'écran qui va se déplacer aléatoirement très rapidement. Et le but du jeu, ça va être de cliquer dessus pour pouvoir augmenter le score. D'accord? Donc on va voir un petit peu l'utilisation des timers dans ce cas-là. Donc j'ai importé ici un bitmap que j'ai trouvé sur Icon Finder, un super site que je vous recommande pour aller chercher des petits icônes. Et je vais le déplacer sur ma scène. Alors pour importer une image dans Flash, on fait CTRL R ou pomme R, ça permet d'importer un fichier, où on peut faire un drag and drop directement dans la bibliothèque. Hein. Donc là, mon petit hippocampe, ce que je vais faire, c'est je vais le convertir en un symbole ici, de type movie-clip, parce qu'on sait gérer les movie-clips. Je vais l'appeler hippocampe. Voilà. Et je vais lui donner comme nom d'instance hippocampe. Je vais lui donner avec un H minuscule pour bien différencier le nom que je lui ai donné dans ma bibliothèque du nom d'instance. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est, alors déjà, je vais rentrer dans ce movie clip, et vous voyez que la petite croix qu'on a à cet endroit-là fait référence au point de pivot de notre image. Alors je vais remettre ici mon point de pivot à 0, 0, ça sera parfait. Et ce qu'on va faire, c'est, via notre timer ici, à chaque fois qu'il va y avoir un tic dans le timer, on va déplacer notre hippocampe de manière aléatoire sur l'écran. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, on est dans la fonction qui nous renvoie à chaque fois un tic, c'est-à-dire qui nous fait un décompte jusqu'à une seconde. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accéder à notre movie clip hippocampe.x et on va lui affecter l'expression mat.random. Alors mat.random, c'est une fonction qui renvoie un nombre entre 0 et 1. D'accord? Donc un décimal entre 0 et 1. Donc si je multiplie ce décimal qui va entre 0 et 1 par stage.stagewidth, voilà, voilà, eh bien ça va multiplier un nombre entre 0 et 1 par la largeur de la scène. Ici, stage, c'est la référence à notre scène principale. Ça a été créé de manière interne par Flash. Hein, c'est une référence à la scène. D'accord. Souvenez-vous, hein, notre objet main est instancié par défaut. D'accord. Et en fait, il est instancié sur la scène principale. Pour vous le prouver encore une fois, hein, si on fait par exemple un trace de cet objet, donc this.parent, d'accord, et bien ça nous renvoie bien un objet de type stage, hein, c'est-à-dire que de type la classe stage. Ça c'est le type, c'est pas le nom de l'objet. Le nom de l'objet normalement c'est nul, si je me souviens bien, point name. Si je fais name, il n'y a pas de propriétés name qui sont renseignées qui a été renseigné dans l'objet, mais il n'a pas de nom d'objet. Hein. Mais on a bien ici stage qui fait référence à cet objet, de la classe stage, hein, qu'on peut accéder. Donc stage, c'est bien cette instance sur laquelle a été ajoutée ici notre class main. Donc du coup, stage.stagewidth, alors stagewidth c'est la largeur de la stage, de la scène. Donc si je multiplie un nombre entre 0 et 1 par la largeur de la scène, donc admettons que le générateur de nombres aléatoires nous renvoie par exemple 0,5. Eh bien, ça va me renvoyer la largeur de la scène, c'est-à-dire 550 divisé par 2. D'accord? Je vais faire pareil pour hippocampe.y pour la valeur y de mon hippocampe, sauf que là je vais multiplier par stage height, la hauteur. Et là je teste, et vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un tic, mon hippocampe se déplace. Alors là il s'est déplacé 3 fois effectivement, puisque ici on a le paramètre repeat count qui a été défini à 3. Si je le mets de manière indéfinie, voilà, ça va se jouer de manière indéfiniment. Alors vous avez remarqué que des fois, notre hippocampe, eh bien, il se déplace en dehors de l'écran. D'accord? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans notre fonction onTick, ici pour la propriété x, on voudrait pas qu'il aille à plus de state width. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est on va dire que ça va être la largeur de l'écran moins
hippocampe.width, qui est la largeur de l'hippocampe. C'est-à-dire que là, normalement, en X, il va jamais aller plus loin que ce mur. D'accord? Donc là, le problème, c'est qu'on peut pas trop tester là. Alors on va cacher ici. On va commenter cette ligne. Et là, normalement, vous allez jamais voir l'hippocampe ici dépasser la ligne ici. Donc on va attendre quelques temps pour vérifier tout ça, pour bien vous montrer que c'est effectivement juste. Et vous voyez qu'il a tendance à jamais se déplacer. Ça va bien nous renvoyer ici un nombre aléatoire entre 0 et 550 moins ici la largeur moins 128. D'accord? Donc on va faire pareil en Y, sauf que ici ça va être stage height moins hippocampe height, comme ceci. Donc là je teste. Et là, je devrais avoir un hippocampe qui ne dépasse, normalement, jamais de la scène. D'accord? On va vérifier que ça fonctionne correctement. Voilà, bon. Après quelques petits essais, l'hippocampe ne se déplace jamais. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est de modifier un petit peu son échelle. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, pour que ce soit un petit peu plus compliqué, donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va accéder à la propriété scale X et scale Y, qui sont en fait des propriétés d'échelle. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans des valeurs définies, par exemple 128 pixels de large, on est dans des valeurs de pourcentage. C'est-à-dire que là, si je fais scale X égale 2, vous allez voir que ça va me donner 2 fois la taille, normalement, de l'hippocampe en X. D'accord? Donc là, je vais pouvoir modifier la proportion, l'échelle de aléatoirement donc de mon hippocampe. Donc je vais lui dire que ça va me renvoyer un nombre aléatoire entre 0 et 1, c'est ce que fait ici correctement math.random, et je vais lui donner plus 0,5, comme ça je suis sûr qu'il sera toujours au minimum à 0,5. D'accord? Et là, ce que je vais faire, c'est modifier la propriété de l'échelle en Y à hippocampe.scale x. Pourquoi? Parce que si ici j'avais par exemple redéfini un nouveau nombre aléatoire, on aurait très bien pu avoir deux nombres aléatoires, donc une échelle pas proportionnelle. Si je mets la même valeur ici en x et en y, j'ai la même proportion. Attention, on parle bien de proportion. C'est-à-dire que si là il est à 70% de la taille originale de 128 pixels par 128 pixels, je crois, si on a la taille originale ici à 100%, à 0,7%, à 70% par exemple, ici on sera aussi à 70% en y. Donc là je lance et vous allez voir que à chaque fois qu'il y a un tic, notre hippocampe change de taille. D'accord? Plus ou moins grand. D'accord? Donc là, on va de 0,5 à 1,5. D'accord? Donc là, maintenant qu'on a bien défini correctement notre déplacement de notre hippocampe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, à chaque fois qu'il va y avoir un tic, on va accélérer ici le temps. D'accord? C'est-à-dire qu'on va baisser le délai qui se trouve ici. Donc si par exemple, ici je fais e.target, donc ça me renvoie normalement correctement, ça devrait me renvoyer le tick. Si je vais dans la doc ici, vous allez voir qu'on a delay, qu'on peut accéder aussi en tant que valeur. Donc je peux faire delay, moins est égal à, et je vais enlever 100 à chaque fois. Donc à chaque fois qu'il va y avoir un tick, ça va s'accélérer normalement. Vous voyez que là, à chaque fois qu'il y a un tick, hop, ça s'accélère jusqu'à devenir quelque chose de vraiment incroyable. Vous voyez que là, ça m'a renvoyé un tas d'erreurs, le délai de temporisation indiqué est en dehors des limites, c'est-à-dire qu'on a complètement dépassé les limites. Donc si par exemple, je mets moins égal, par exemple, on va mettre moins égal 20, à chaque fois que je fais un tick, hop, ça baisse de 20. Et donc là, ça devient de plus en plus conséquent. D'accord? Mais ce qu'on aimerait faire, c'est qu'au bout d'un certain temps, quand même, on va stopper l'arrêt en termes de millisecondes. C'est-à-dire que on va définir une valeur ici. On va dire si notre compteur
a un délai qui est supérieur ou égal à 300 millisecondes par exemple, à ce moment-là, on le baisse. Ça veut dire que quand on va arriver là, si notre timer il est par exemple inférieur à 300 millisecondes, eh bien ça va pas calculer ici notre décrémentation. Donc là, si je lance, vous allez voir qu'il va y avoir une certaine accélération, un certain nombre de fois, et puis il y a un moment où il va être à 300 millisecondes, et il va rester, enfin aux alentours de 300 millisecondes, et il va rester à cette cadence. Ça nous évite d'avoir l'erreur qui a été marquée dessus, dans la console. Donc maintenant, ce qu'on va faire, finir ici déjà, alors par défaut, on peut mettre par exemple le score qui est à 0, hein. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est que à chaque fois qu'on clique sur notre hippocampe, eh bien, il va y avoir un événement donc, qui va être propagé, qui va nous envoyer vers une fonction qui va augmenter notre score. Alors ce qu'on va faire, c'est dans le main, ici, on va rajouter une variable privée qui s'appelle score, qui va être de type int, voilà, on va faire un nombre entier tout simplement, et au début, on va l'initialiser à 0. Et on va ici, sur notre hippocampe, ajouter un événement, un écouteur d'événements, add event listener, pour la prononciation c'est plus pratique, qui va être de type donc, qui va prendre un événement de type mouse event.click. C'est-à-dire que on va écouter notre hippocampe et s'il reçoit un événement de type click, à ce moment-là, on va aller vers la fonction qui s'appelle onClick par exemple. Cette fonction onClick, on va la définir ici, de type privé, private function onClick, elle va recevoir un événement de type mouse event. On fait entrer, ça nous ajoute bien correctement notre package aussi. Elle sera de type void et à ce moment-là, on va augmenter le score. Score plus égal 1 par exemple à chaque fois qu'on a cliqué. Et ce qu'on va faire, c'est juste après, on va utiliser monText qu'on avait défini ici avec un nom d'instance qui s'appelle monText et on va faire .text, accéder à la propriété de notre champ de texte, est égal à score de point espace et on va lui concaténer la variable score. Donc là, ça sera une variable de type dynamique, hein, une variable dynamique, enfin une variable qui varie, c'est normal un petit peu, c'est un pléonasme, mais on va avoir une variable qui va augmenter ici, et ici on a une chaîne constante, une chaîne de caractères constante, d'accord? Et on peut très bien concaténer ici un texte avec un entier, et Flash va faire la conversion automatique, d'accord? Mais après on aurait pu utiliser la fonction toString, je me souviens, qui permet donc de faire la concaténation avec du texte pour être dans les règles, mais on va rester comme ça, c'est pas très compliqué. Alors vous voyez, access, alors j'ai oublié le E de texte, voilà. Et là vous voyez, à chaque fois que je clique, eh bien, à chaque fois que je réussis un clic, eh bien, notre hippocampe, ici, nous permet de gagner des points. D'accord? Alors, eh bien, c'est plutôt une bonne idée d'avoir fait ce petit jeu parce que ça va nous permettre de faire un exercice que je vais vous donner et que vous n'êtes pas obligé de faire, mais c'est toujours bien de faire des petits exos pour s'entraîner. Je vous propose d'améliorer donc ce jeu. Si vous voulez améliorer ce jeu, par exemple, vous pourriez très bien rajouter un compteur ici qui vous donne le temps que vous avez parcouru, que vous avez effectué pour une partie. Et qu'est-ce qui permettrait de définir qu'une partie est terminée? C'est le nombre de fois que vous avez raté l'hippocampe. C'est-à-dire que si par exemple vous cliquez en dehors de l'hippocampe, d'accord, eh bien vous auriez une variable qui s'appelle miss par exemple, ou raté, qui vous indiquerait le nombre d'erreurs que vous avez fait par exemple. Et à ce moment-là, vous baissez à chaque fois que vous cliquez pas sur l'hippocampe, vous baissez eh bien, cette variable, d'accord, et cette variable donc miss, et si elle arrive à 0 par exemple, vous avez le droit à 3 chances admettons, ou alors si elle arrive à 3 par exemple, vous stoppez le timer de chronomètre, d'accord, le timer de temps, et à ce moment-là, vous supprimez, d'accord, l'hippocampe, et vous affichez ici un champ de texte, d'accord, dynamique.
Alors, et vous supprimez aussi le score, ou vous déplacez le score juste en dessous par exemple. Alors, je vais vous donner un petit peu les clés en main pour faire cet exercice. Il y a une fonction, alors donc, là c'est juste, je vais me mettre là, hein, mais ça n'a rien à voir avec l'exercice qu'on a fait. Mais il y a une fonction qui s'appelle remove child, d'accord, qui permet de supprimer. Alors on va plutôt aller dans la doc, ça va être plus sympa que de l'écrire là directement. Voilà, on va aller donc dans flash.display, dans le movie clip par exemple, qui est une classe qui, je le sais, a display object, qui est un display object. Il faut afficher les méthodes publiques héritées. Voilà, on a addChild qui permet d'ajouter une occurrence une occurrence displayObject, c'est-à-dire on peut ajouter un displayObject à un conteneur, et on peut aussi faire un remove, vous le voyez ici, remove child, d'accord, qui retire l'enfant de la liste d'affichage d'un displayObject, d'accord, container, bien sûr, d'un conteneur. Donc vous pouvez par exemple, au moment où vous perdez, supprimer notre hippocampe, d'accord, avec remove child. D'ailleurs on peut très bien le montrer ici par exemple, normalement si ici on fait juste après par exemple, alors là il faudrait, non c'est bon, si on fait par exemple remove child, hippocampe, qu'on lance, vous voyez que là l'hippocampe est plus sur la scène parce qu'on l'a enlevé. Vous pouvez aussi faire par exemple un nouveau champ de texte pour par exemple afficher vous avez perdu avec la classe textField. C'est-à-dire ici par exemple on peut faire une nouvelle instance de la classe textField est égal à new textField, et vous pouvez faire par exemple t.text égal à salut par exemple comme ceci. Vous lancez et là le champ de texte n'apparaît pas, effectivement il faut l'ajouter addChild t. Voilà, et ça l'affiche correctement en haut. D'accord, vous pouvez ensuite le déplacer. t.x est égal à 50 par exemple. D'accord, et ensuite vous pouvez faire une nouvelle variable de type var tf par exemple pour text format. Et là vous avez un tas de paramètres à renseigner. Que ça soit par exemple fonte, la fonte par exemple, que ça soit la taille, la couleur du texte, s'il est en italique ou pas, et c'est tous des paramètres qui sont par défaut, hein, vous pouvez en mettre, enfin les annuler, pardon, ne pas choisir d'en mettre certains. Par contre, si vous voulez ne pas en mettre, ne pas ignorer, excusez-moi, j'ai un peu du mal, ignorer certains paramètres, vous êtes obligé quand même de renseigner ceux d'avance. C'est-à-dire que je peux ignorer tous les paramètres à partir de 16 jusqu'à la fin, mais je peux pas dire par exemple, le premier paramètre je le veux, le deuxième paramètre je le veux pas, donc je le mets pas, et le troisième paramètre je le veux. D'accord, vous pouvez pas dire ça, parce que comment saura Flash que le deuxième paramètre n'est pas l'objet couleur, et l'objet couleur et n'est pas size, d'accord? Donc vous êtes obligé. Donc là, vous pourriez faire par exemple, si vous voulez mettre les trois premiers paramètres, si vous voulez juste renseigner la fonte et la couleur, vous pouvez par exemple renseigner la fonte, ici mettre nul pour dire que vous voulez pas le paramètre, et ensuite color, d'accord? Donc là, la fonte, on peut mettre par exemple Arial. Ici, on veut pas changer la taille, donc on met nul. Et là, la couleur, on peut mettre 0xff, 0fff. D'accord? Donc si je lance, bon, ça fonctionne pas, apparemment, mais ce qu'il faut faire en fait, c'est t.set text format et lui passer en paramètre le format. Et là, vous voyez que mon format est bien apparu. Il est sélectionnable le texte. Vous voulez pas qu'il soit sélectionnable? Eh bien, très bien. On peut faire t.selectable est égal à false. Je sauvegarde, je lance. Oh, on peut plus sélectionner. Parfait. Vous savez maintenant gérer le texte dans Flash. Donc, ça, c'est des outils dont vous allez avoir besoin pour compléter l'exercice. Donc, je vous souhaite bonne chance pour faire ce petit exercice. C'est toujours bien de s'entraîner et je pense que c'est le bon moment de le faire. Ça va vous permettre de gérer les timers à nouveau hein, pour faire un chronomètre. Vous allez pouvoir aussi, par exemple, avec ces chronomètres, admettons, faire une gestion des meilleurs temps dans la partie en cours. Vous allez pouvoir rajouter des tas d'options. Donc, je vous invite à être créatif et à trouver les options qui vous plaisent. Donc, si vous voulez faire l'exercice et que vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me poster un commentaire, j'y répondrai dans la mesure du possible, et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Ciao ciao.